Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov reçoit aujourd'hui l'historienne Jacqueline Lalouette pour son livre Les statuts de la discorde. On en a beaucoup parlé récemment et on va continuer d'en parler pendant 1 heure aux éditions Passé Composé. Jacqueline Lalouette, bonjour. Bonjour. Livre très passionnant parce que vous faites l'inventaire et c'est vrai que on se dit que on a vu un peu partout, en France, en Europe, en Amérique, ailleurs, ce qui s'est passé, c'est toutes ces statues que soit que l'on décapite, soit que l'on déboulonne, soit que l'on recouvre de peinture rouge, soit que, enfin, toute cette espèce de malaise dans la civilisation, comme dit Sigmund, qui se traduit par il y a des statues d'hommes célèbres ou même de femmes célèbres, etc. Puisque je pense à Joséphine de Beauharnais, oui. Qui disparaissent. Et vous partez évidemment, comme vous parlez de l'époque contemporaine, et vous racontez que ça remonte à beaucoup plus tôt, bien sûr, mais ça part un peu de Black Lives Matter, de George Floyd, de ce qui s'est passé aux États-Unis, que tout le monde connaît. Et surtout, moi, ce qui m'a absolument frappé, c'est que vous avez parlé du déboulonnage des statues de Victor Schœlcher en Martinique, notamment, et Victor Schœlcher, pour nous tous, enfin, c'est lui qui a aboli l'esclavage, c'est lui qui a fait beaucoup là-dessus, et que l'on s'en prenne, mais on va à Abraham Lincoln aux États-Unis, je parle pas de Jefferson et compagnie, et pour vous dire autre chose, là, c'est pas les statues. Mais c'est exactement du même acabit. L'école anglaise qui débaptise le nom de ces maisons, anciennement nommées Winston Churchill et J.K. Rowling. Alors, ça traduit quoi, ça, Jacqueline Lalouette ? J'allais dire, ça traduit un malaise dans la civilisation. Ça traduit pour prendre le cas précis de Schœlcher que vous avez évoqué, oui. Ça traduit, à mon sens, une ignorance, une méconnaissance absolue de l'histoire chez certains militants jeunes ou moins jeunes, ou ça traduit aussi chez d'autres une mauvaise foi évidente, puisque les écrits de Victor Schœlcher, j'en ai des exemples très précis, ont été manipulés, on va dire, on en prend des extraits, déformés, c'est ça. Tronqués, on prend un extrait fameux d'un article de 1830. Victor Schœlcher était alors un jeune homme de 26 ans qui venait juste de découvrir l'esclavage. En 1830, il a écrit. Il a émis une opinion sur les esclaves, pas sur l'esclavage, sur les esclaves, qu'il n'aurait jamais émise des années plus tard. Et en outre, cette phrase sur le comportement des esclaves qu'il compare en 1830 dans la Revue de Paris à des animaux, il dit « ils vivent comme des animaux », mais on isole ce morceau de phrase qui paraît absolument affreux. En effet, seulement dans l'article, par la suite, il dit que si les esclaves se conduisent ainsi, ce n'est pas parce qu'ils sont des animaux. Ils sont des hommes comme nous, dit-il, mais ils ont été déshumanisés par leur statut d'esclaves. Et les vrais coupables de leur comportement, ce ne sont pas eux, ce sont leurs maîtres. Or, on coupe toute cette deuxième partie du paragraphe pour ne laisser que le début. Et après, c'est facile de dire, Victor Schœlcher estime que les esclaves sont des animaux. En outre, on omet de dire que, donc, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il avait 26 ans, qu'il venait, lui, originaire de l'Est de la France, qu'il venait de découvrir à Cuba et aux États-Unis la réalité de l'esclavage, qu'il lui a fallu du temps pour mûrir son opinion sur cette question. Au début, il pensait qu'on ne pouvait pas tout de suite rendre leur liberté aux esclaves, qu'ils avaient été... C'était l'époque, il faut remettre dans le contexte de l'époque, bien sûr. Et en outre, il pensait qu'ils avaient été asservis trop longtemps, qu'ils ne pourraient pas passer rapidement de la servitude à la liberté, et qu'il faudrait progressivement leur donner cette liberté. Mais sa pensée a mûri sur ce point, et dès 1840, il était pour une abolition immédiate, complète, et a fortiori en 1848. Alors justement, on va continuer d'en parler avec vous.
Jacqueline Lalouette, parce que incontestablement, on le voit dans votre livre, encore une fois que je recommande, parce qu'il donne des faits et il fait l'inventaire de tout ce qui s'est passé, des statues. Je pense à ce film merveilleux d'Alain Resnais, Les statues meurent aussi. Ah oui. Encore autre chose, mais il y a eu incontestablement une idéologie de la déconstruction, c'est le cas de le dire, qui a consisté à ne prendre que ce qui arrangeait un certain nombre de militants, qui en fait n'avaient rien à faire de la vérité historique ou de la contextualisation, mais qui voulaient régler leurs propres problèmes et faire avancer leur propre agenda. C'est ça. Alors, il y a de ça, mais on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas, il y a incontestablement de cela. Et comme je l'ai écrit, il est indéniable que les statuts servent de support pour ramener à soi des militants, des activistes. C'est un bon signal, un bon symbole, une sorte de phare dans la ville qui permet d'attirer les foules et d'attirer les militants. Jacqueline Lalouette, je vous arrête, on a les informations, juste un moment, et nous allons reprendre tout de suite après les informations. Et vous nous appelez au 0826 300 300, puisque vous aurez la parole et vous pourrez poser vos questions à Jacqueline Lalouette à partir de 13h15. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et ce jingle nous fait revisiter un petit peu l'histoire. Et ben on la revisite aussi avec Jacqueline Lalouette, auteure des Statues de la Discorde aux éditions Passé Composé. Effectivement, alors c'est allé loin, hein, le déboulonnage des statues, c'est allé très loin. Je cite, c'est dans votre livre, Jacqueline Lalouette, Gandhi, De Gaulle, Cervantes, Lincoln, Theodore Roosevelt, Colbert, Napoléon, Léopold de Belgique, bien sûr, et bien d'autres. Victor Schœlcher, on vient d'en parler, Bugeaud, dont on va parler, ou Faidherbe. Alors, effectivement, vous le dites vous-même, vous l'écrivez, il y a des gens qui, effectivement, dont la vie peut prêter, je dirais, ils n'ont pas été, c'était pas des angelots, c'est des gens qui ont eu peut-être souvent, en tout cas quelquefois, des comportements tout à fait répréhensibles et même lamentables. Mais est-ce que pour cela qu'il faut déboulonner, et c'est devenu un exercice depuis en tout cas une dizaine d'années, ça existait depuis longtemps, mais un exercice, je dirais presque quasi quotidien. Alors, il y a effectivement des statues qui posent problème, et notamment celle du général Bugeaud, maréchal Bugeaud, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Là, je vais répondre à la dernière partie de votre question. Faut-il pour autant les déboulonner ? Je précise au passage que j'évite d'employer le verbe déboulonner, sauf dans son sens métaphorique, parce que les statues qui ont été détruites, par exemple en Martinique, Joséphine de Beauharnais et Victor Schœlcher étaient des statues de marbre qui, par définition, n'étaient pas déboulonnées. Et je pense qu'il y a pas mal de statues de bronze qui ont été jetées à bas de leur piédestal, dont la terrasse n'était pas boulonnée sur le piédestal, sinon ça aurait été probablement moins facile de les abattre. Donc, on va dire déboulonner au sens métaphorique. Au sens métaphorique, c'est bien si je l'entends. Oui, j'ai mieux précisé ça. Donc, je suis donc hostile à leur destruction, surtout à leur destruction, mais même à leur retrait, à leur abattage, pour la raison suivante. C'est que, d'une part, il s'agit d'objets patrimoniaux. Ce sont des œuvres parfois de très grands sculpteurs. Par exemple, Joséphine de Beauharnais, qui a d'abord été décapitée en 1991 et puis totalement détruite durant ce printemps, était une statue de marbre. Elle est détruite, Oui, on a bien deux statues équivalentes en France, une à Versailles et l'autre à la Malmaison, à Rueil-Malmaison. Mais enfin, celle-ci, elle est détruite, on ne pourra pas la refaire. Absolument. À la limite, quand on a une statue de bronze, je pense par exemple au Victor Schœlcher de Cayenne, qui a été jeté à bas de son piédestal, qui est, je crois, pas mal cabossé, si je puis dire. On pourra peut-être restaurer cet exemplaire-là, et même si on ne pouvait pas le restaurer, on sait où se trouve la maquette. Donc, on peut toujours refondre. Je comprends. Bon, il y a d'autres statues où, une fois que c'est fini, c'est fini. On ne refera jamais le Victor Schœlcher de Fort-de-France par le sculpteur Marquet de Vasselot. Donc, premièrement, objet patrimonial, parfois d'un grand sculpteur. Maréchal Bugeaud, à Périgueux, c'est Augustin Dumont. Deuxième raison, pourquoi ne pas retirer ou détruire ces statues ? C'est que, parce que si on commence de détruire cette statue-là, pour telle raison, pourquoi est-ce qu'on n'ira pas détruire cette autre statue-là pour une raison apparentée ? Différente. Par exemple,
À Fort-de-France, on a également abattu, et là elle est sérieusement cabossée, je crois d'ailleurs qu'on l'a en outre décapité, la statue du navigateur découvreur Pierre Belin d'Esnambouc, qui a créé le premier établissement français en Martinique en 1635. Mais pour qui travaillait Pierre Belin d'Esnambouc ? Il travaillait pour le cardinal de Richelieu, qui était le fondateur de la compagnie de Saint-Christophe. Alors, si on démolit Belin d'Esnambouc, il faut remonter à Richelieu. Il faut démolir Richelieu, bon. quoi. Ouais, Donc on a des statues de Richelieu en France, à Luçon, à Richelieu, et il a un buste quelque part dans le nord ou dans le Pas-de-Calais, dans le nord, je crois. Colbert. Si on démolit Colbert, d'ailleurs je précise au passage, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, que le Colbert signataire de l'ordonnance de 1685, dite Code noir à partir de 1718, le Colbert signataire n'est pas Jean-Baptiste Colbert, le grand Colbert, c'est son fils. Colbert, oui, c'est très important parce que tout le monde dit Colbert signataire du Code noir. Colbert était mort en septembre 1683. L'ordonnance date de mars ou du printemps 1685. Ouais. Le signataire Colbert, c'est Colbert, marquis de Seignelay, son fils. Mais précision importante. Cette signature Colbert, c'est la deuxième signature sur l'ordonnance. La première, c'est Louis XIV. Donc, on ne peut pas démolir. Il faut démolir tout Louis XIV, voilà. Le Code noir. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Autre limite sur laquelle on peut s'interroger, c'est un article du Canard enchaîné du mois de juin 2020, cette année, qui met qui attire l'attention sur ce point. Un article accompagné d'un dessin très drôle de Lefred Touron, où on voit 3 comparses qui viennent d'abattre une statue et ils l'ont démolie hardiment à coups de marteau. Et il y en a un qui dit « Bon, maintenant qu'on a détruit la statue de ce fumier, allons brûler sa maison natale. » Vous voyez ? Et comme le demandait aussi Riss dans Charlie Hebdo, mais pourquoi pas aller s'en prendre aux bustes dans les cimetières ? Pourquoi pas au cénotaphe dans les églises ? Il y a Colbert, je ne dirai pas dans quelle église, parce que je ne voudrais pas donner des mauvaises idées aux mauvais gens. Mais oui, vous voulez dire, en fait, c'est infini. C'est infini. Mais alors, juste un mot, Jacqueline Alouette. Qu'est-ce qui fait, parce que ça date il y a très longtemps, vous vous rappelez de la Révolution, de 1789-91, en fait, en détruisant cela, pour les bonnes et mauvaises raisons, en général ce sont des mauvaises raisons, on est bien d'accord là-dessus, on veut démolir le symbole, on ne veut plus voir cette personne, c'est une manière, il est mort, mais on veut qu'il disparaisse complètement. Est-ce que c'est quelque part cela ? Écoutez, moi ce qui me frappe quand même dans ces manières de procéder, c'est qu'effectivement dans certains cas, on a traité les statues comme on traitait les corps autrefois sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'on tirait les cadavres... Quand j'ai vu la statue d'Edward Colston à Bristol, ou la statue de Pierre Belin d'Esnambouc à Fort-de-France, tirée dans la rue, avec des gens autour, qui criaient, qui chantaient, etc. On aurait dit vraiment des scènes de l'Ancien Régime quand des cadavres étaient traînés sur la claie. Quand on décapite une statue, comme on a décapité Joséphine de Beauharnais en 1991, cette assimilation entre la statue corps mort, enfin effigie morte par définition, et les corps ou les cadavres autrefois, vous voyez quand on met, il y a aussi une statue à Saint-Denis de la Réunion, la statue de l'ancien gouverneur Mahé de la Bourdonnais, qui est mort au milieu du XVIIIe siècle, à qui on reprochait d'avoir acheté et utilisé des esclaves pour les grands travaux qu'il a menés à l'île Bourbon, la Réunion actuelle. Donc on lui a reproché ce trafic d'esclaves, et il a été photographié à 2 reprises, il y a quelques années, tenant le panneau « Je suis esclavagiste » et plus récemment, au début de l'année 2020. Donc d'ailleurs, avant les grands moments de Georges Floyd, etc., je suis raciste. Et ça fait penser exactement aux gens qu'on mettait au pilori, avec un panneau
qui donnait la nature de... Ça fait penser à la révolution culturelle chinoise où ils portaient les bonnets. Je suis un salaud de... Oui, c'est ça. Donc, cette manière de traiter des statues comme des corps morts ou comme des cadavres me frappe beaucoup, beaucoup. Oui, tout à fait. On va en reparler après une toute petite pause avec les auditeurs de Sud Radio. On va en parler et nous sommes évidemment preneurs de vos avis, de vos questions à notre invitée historienne qui publie les statuts de la Discorde, Jacqueline Lalouette. Donc vous nous appelez au 0826 300 300 et puis vous pouvez également réagir au sujet des eaux usées, de la blanchité selon Coca-Cola et puis également de tous les autres sujets qu'on a abordés. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les carottes sont cuites et les statues bientôt détruites et vous nous appelez au 0826 300 300 et nous avons déjà des appels avec celui de Richard qui nous appelle de Gouet. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde. Moi j'aimerais faire juste une petite... J'en ai marre du racisme anti-blanc. Racisme, c'est du racisme, que ce soit contre les blancs, les noirs, les arabes, ceux de Jupiter, de Mars. Le racisme, c'est le racisme. Mais moi j'aimerais répondre et dire à tous ces racialistes qui pensent que le blanc est le diable, que le blanc a fait beaucoup pour faire avancer l'humanité, d'accord ? C'est pas que du négatif, parce que l'internet, la télévision, les médicaments, les avions, les voitures, on a fait beaucoup, d'accord ? Donc pour moi, il faut juste les recadrer un petit peu, il ne faut pas avoir peur de les recadrer. Alors j'espère qu'un jour dans votre émission, vous allez recevoir une de ces personnes, peut-être vous en avez déjà reçu, je suis un grand fan, donc j'écouterai, et les recadrer, et je vous retéléphonerai pour les recadrer un petit peu, parce qu'il y en a ras-le-bol. Ben écoutez, je vais vous dire, on a déjà reçu des personnes, on recadre, parce qu'on est, comme vous, on est contre tous les racismes, qu'ils soient anti-blanc, anti-noir, anti-rouge, etc. Le racisme est une chose lamentable, mais effectivement, nous ne pratiquons pas, nous, les 2 poids et 2 mesures et les indignations à géométrie variable. Ça, c'est clair, on le fera jamais. Eh ben écoutez, merci beaucoup Richard de nous avoir appelé. On a également un autre appel avec celui de Bernard qui nous appelle de Font-Romeu. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Bernard. Bonjour. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour André Berkov et vos invités. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, on vous écoute, Bernard. Alors écoutez, moi je rebondis sur la fameuse blancheté Coca. Ouais. Ce sont des gens qui tapent sur tous les tableaux, je crois. Ben oui, c'est très fort. C'est des vrais girouettes, c'est des commerciaux, quoi. Ben oui. Et voilà. Et alors, donc ça m'a fait de suite rebondir avec une réflexion de chevènement sur le grand emplacement. Et comme vous parliez tout à l'heure, j'ai entendu tombe la neige. Ouais. Moi ici, la neige, elle est tombée mêlée de pluie et de neige au-dessus, sur en altitude. Et donc on a Vous êtes où, Bernard? À Font-Romeu. À Font-Romeu, ah oui, d'accord. Voilà, je suis même à la frontière espagnole. Je suis dans la vallée du Carol, pas loin du col du Puy-Morin. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, j'avais envie de penser à toute cette pluie qui nous a laissé des couleurs qui sont très belles, ocre, couleur un peu chocolat en poudre qu'on avait à l'époque. Ouais. Pour le chocolat. Et donc, je dis que finalement, le grand remplacement, c'est un côté un peu humoristique. Le grand remplacement commence déjà, on reçoit déjà le sable. Après, on aura peut-être des chameaux et puis le reste. Voilà, c'était pour ce coup de pied. Et, par contre, juste une anecdote, j'ai travaillé, j'avais 20 ans. Ouais. Et à l'époque, je faisais des stations de ski et tout ça. Et je m'étais fait embaucher en Camargue. Je rêvais de monter à cheval. Ouais. Et je me suis fait embaucher dans un garage au Sainte-Marie-la-Mer, j'ai pas peur de le dire. Au Sainte-Marie, dans un garage, le garage des Flamands. À l'époque, c'était BP, ça n'existe plus. Ouais. Cette marque. Et j'ai travaillé dans le garage, j'étais accueilli par un Marocain. Alors, c'est des Marocains qui sont très noirs. Et un gars adorable, on avait 20 ans. Ouais. Et je lui disais, c'est dingue, toi tu travailles torse nu dans la mécanique, on ne voit jamais, t'es pas obligé de te laver. Il rigolait, on était vraiment cul et chemise. Et je tiens à le préciser. Voilà. D'accord. Et c'était des moments magnifiques. Donc il n'y a pas de racisme qui y soit. Mais je pense que maintenant ce sont des courants qu'on nous injecte. Et voilà, voilà, c'est un Covid d'un autre genre, mais c'est un Covid aussi. Voilà, et merci de m'avoir reçu et bonne journée. Merci. Bonne journée Bernard, merci de nous avoir appelé. On a un nouvel appel avec Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour André, bonjour madame, bonjour à tous.
Voilà, j'appelais pour l'invité qui parlait des petits restaurants, mais Ah oui, de Alain Fontaine, oui. voilà, et de, comment dirais-je, de l'art de vivre un petit peu à la française. Je pense que depuis quelque temps, nos gouvernants se moquent bien de l'art de vivre à la française. Voilà. Et certainement de plus en plus. Je pense même qu'ils se servent un peu de ce Covid pour faire passer certaines choses et nous entraîner petit à petit dans ce monde qu'ils veulent nous imposer. Et cela en fait partie. Ils n'aiment pas de toute façon la France que nous aimons. Voilà. La France du bistrot, la France des petits restos, la France, on pourrait dire, des ballettes, comme on disait à l'époque, et ainsi de suite. Ça ne leur plaît pas et ça ne les intéresse pas. Donc, je rejoins aussi l'auditeur précédent sur ce qu'il vous disait. Je suis entièrement de son avis. Et votre invité actuel, excusez-moi, je n'ai pas pu suivre toute l'émission, donc je n'ai pas pu prendre le nom. Oui, c'est Jacqueline Lalouette, dont, voilà, les statuts de la discorde. Voilà. Et si vous voulez, je pense que tout cela se rejoint. Parce que si on avait un gouvernement qui ait dit dès le départ aussi, écoutez, ça en France, ça n'existera pas parce qu'on n'en veut pas. Ouais. Parce qu'on assume notre histoire, on assume notre passé, on assume d'être français. Je pense que voilà, les choses auraient été différentes. Mais seulement, on abonde tout le temps, tous les jours, on peut se rendre compte que dans cette société, on abonde envers ces personnes qui ne font que diviser, qui ne font que ruiner le vivre ensemble, justement, et on leur donne des gages. Donc ils en profitent. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, oui, non, mais Jean-Paul, c'est vrai que... Et malheureusement, tout cela se rejoint un peu, et ça devient très inquiétant. Et excusez-moi, une parenthèse, je voudrais dire que tout l'argent que l'on distribue pour que ces petits restos ou plus grands restent fermés, et ainsi de suite, ce sont nos enfants qui le paieront. Par encore des impôts, des charges supplémentaires et ainsi de suite. Voilà. Et tout cela est orchestré. Voilà. Je pense que tout cela est orchestré. Mais écoutez, orchestré ou pas, on a les résultats et les résultats ne sont pas glorieux, effectivement. Jacqueline Alouette, je voudrais vous lire juste un extrait de quelqu'un qu'on va recevoir dans 2 jours, qui est Michel Onfray. Et Michel Onfray qui vient d'écrire La Nef des Fous. Voilà ce qu'il écrivait dans son journal à la date du 11 juin dernier. « Jadis, dans un temps qu'on croyait révolu, les inquisiteurs déterraient les cadavres pour les juger. Faute de pouvoir faire de même, les racialistes s'attaquent aux statues. À Boston, celle de Christophe Colomb a été décapitée. À Miami, une autre a été vandalisée. Et une 3e jetée dans un lac en Virginie. En Belgique, près de Bruxelles, un buste du roi Léopold II a été recouvert de peinture rouge. C'est dans la photo dans votre livre. Une inscription « Fils de pute » a été bombée. À Bristol, une statue d'un marchand d'esclaves, Edward Colston, a été mise à bas, puis jetée dans un canal. À Londres, c'est Churchill qui a été la cible des vandales. À Paris, le général de Gaulle. De la même manière que les talibans avaient détruit les statues bouddhistes de Bamiyan, ces nouveaux talibans croient qu'en cassant une idole, ils font disparaître une idée. Jadis, l'Occident avait réprouvé les talibans saoudiens venus vandaliser les œuvres d'art afghanes. Désormais, il applaudit ceux qui se comportent comme eux. Et effectivement, justement, je voulais faire le lien avec vous, parce que quand les talibans s'attaquent au mortier au Bouddha de Bamiyan, du 4e siècle, quand les Daesh et l'État islamique détruisent Palmyre, quand d'autres s'en prennent même aux statues musulmanes à Tombouctou, est-ce que ça procède aussi de la même... Là, c'est pas l'esclavagisme, c'est autre chose, mais ça procède de la même furie aussi. J'ai l'impression que ça procède, enfin, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est que ça semble procéder d'une haine de soi, d'une haine de l'histoire de son pays. Quand je voyais tous les jeunes gens qui, à Bristol, entraînaient la statue d'Edward Colston vers l'eau du port. C'est un port fluvial pour la jeter dedans. On l'a ressortie, elle a été... Bon. Mais il y avait une sorte de haine sauvage dans leur comportement.
Et là, c'était des jeunes... Une majorité de blancs, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était des jeunes Anglais blancs. Ce qui fait que je ne comparerai pas avec la scène où on voit à Fort-de-France Pierre Belin d'Esnambouc jeté à bas et aussi promené dans les rues avec des cris et tout, parce que là, on avait des militants martiniquais. Donc la scène n'est pas exactement comparable. Je comprends mieux, je ne la justifie pas. Non, mais je n'ai pas à la justifier d'ailleurs, ou à ne pas la justifier. Je suis à l'extérieur de cela. Mais je comprends mieux le comportement des jeunes Martiniquais de Fort-de-France par rapport à Pierre Belin d'Esnambouc que je comprends le comportement des jeunes gens de Bristol par rapport à Edward Colston. Colston, d'autant plus que ce qui était quand même très frappant à Bristol, c'est que ce Colston, marchand négrier, il n'a pas été statufié en tant que marchand négrier. C'est ça le problème. On dit on a statufié un marchand négrier. Non, les gens qui l'ont statufié ont statufié en lui le philanthrope. Le philanthrope qui, avec sa fortune, certes une fortune mal acquise avec la traite négrière, mais ce marchand, avec sa fortune, a enrichi sa ville et il a amélioré la vie de ses habitants. De Bristol. Il a construit un hôpital, il a construit des bibliothèques, il a construit encore je ne sais quel autre bâtiment. C'est la même chose avec un autre marchand négrier de Suisse, à Neuchâtel, je crois, David de Pury, qui faisait de la traite négrière à partir du Portugal, mais qui était aussi un philanthrope pour sa ville. C'est compliqué. C'est vrai, parce qu'on peut considérer aussi qu'on n'a pas envie de voir la statue d'un grillé, même s'il a fait des bonnes choses. Mais vous voyez, alors prenons le cas de la statue de Faidherbe à Saint-Louis du Sénégal. Oui, allons-y. Il y en avait deux. Il y en avait une à Dakar qui a été retirée après l'indépendance, celle de Saint-Louis du Sénégal qui est toujours en place. Depuis des années et des années, des militants sénégalais demandent à corps et à cri son retrait. En 2018, à la suite d'intempéries, d'une tempête même, la statue est tombée spontanément. Les gens hostiles à cette statue espéraient... Profitons-en pour... Mais les autorités publiques l'ont fait remettre sur le piédestal. Et il y a des intellectuels sénégalais, donc universitaires, conservateurs de musées, qui ont des points de vue totalement différents sur cette statue. Statue qui leur pose d'autant plus problème que sur le piédestal, il y a écrit à Faidherbe ou au général Faidherbe, le Sénégal reconnaissant. Donc ça leur reste en travers de la gorge, à certains. Mais il y a un autre intellectuel, un conservateur de musée dont le nom ne me revient pas, peu importe, qui dit « D'accord, descendons Faidherbe, mais à ce moment-là, enlevons aussi tout ce qu'il a construit à Saint-Louis du Sénégal. Il a construit le port, il a construit ceci, il a construit cela. Donc, si vous voulez vous en prendre à lui, prenez-en aussi à tout ce qu'il a fait. Démolissez tout ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est sûr. Et vive la complexité. C'est ça que nos petits bornés devraient comprendre. On se retrouve tout de suite après ça. Et vive la complexité, parce qu'on voit que chaque cas est unique et dit quelque chose de l'histoire. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser éventuellement vos questions à Jacqueline Lalouette. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous continuons avec Jacqueline Lalouette. Mais je crois, on a des auditeurs. Absolument, Augustin. puisque ce sujet vous passionne au 0826 300 300. Et nous sommes avec Alain qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour Alain. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vous appelle justement par rapport à votre invité et au sujet du déboulonnage des statuts. Ouais. Et je voudrais pointer très brièvement la bêtise et l'incohérence des racialistes et des gens justement qui s'en prennent aux statuts et au passé. Et moi, je voudrais les ramener au présent et leur dire que, par exemple, en ce qui concerne l'esclavage moderne, l'esclavagisme moderne, qui, par exemple, entre autres, s'est produit au Qatar où 2000 Philippins sont morts en travaillant en plein soleil avec leurs papiers supprimés quand ils rentraient dans le pays. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, mais je vois personne aujourd'hui parmi ces racialistes et tous ces excités
qui soi-disant sont de bonne foi, je les vois pas s'attaquer au club de foot du Paris Saint-Germain, par exemple, et aller demander des comptes pour 2000 personnes qui sont mortes en plein soleil. Par contre, tous les grands prophètes de l'antiracisme iront s'asseoir sur les bancs pendant la Coupe du Monde, sur des bancs qui sont rougis par le sang de ces gens-là qui sont morts sans qu'aucune personne s'en offusque. Donc voilà, moi je conclus sur ça en vous disant que en fait dans notre pays c'est une véritable faillite de l'État. Si vous revenez un petit peu en arrière, sous même François Mitterrand ou Jacques Chirac, qui sont pas forcément mes modèles, hein, mais par contre on déboulonnait rien parce que la sanction aurait été immédiate et personne n'aurait toléré ça. En fait, aujourd'hui, s'il y avait une vraie sanction, c'est-à-dire c'est pas besoin d'attraper tout le monde, hein, on en attrape 2-3 et puis là la punition est exemplaire et on leur dit voilà, le passé il est ce qu'il est, vous l'aimez pas, vous écrivez des choses dessus, vous débattez dessus, mais par contre vous n'êtes pas emmerdé tout le monde à déboulonner tout ça, ça ressemble à rien, ça, ce genre de truc. Puis en plus c'est totalement hypocrite parce que comme je vous dis, le racisme aujourd'hui, l'esclavagisme aujourd'hui, par contre, il n'est pas puni à partir du moment où c'est le Qatar. Personne ne dit rien, tout le monde s'étouffe. Et j'ajouterai, Alain, ce que vous dites, et très justement, qu'il n'y a pas eu une traite négrière, il y a eu 3 traites négrières, et je ne sache pas que l'on condamne les esclavagistes arabo-musulmans et les esclavagistes d'Afrique subsaharienne, qui ont castré, en tout cas pour les premiers, 11 millions de Noirs, et les autres qui ont maintenu pendant des siècles une sacrée esclavagisme. Je pense qu'il doit y avoir quelque part des statuts et je ne sais pas si ces statuts ont jamais été déboulonnés ou détruits. Complètement, c'est la pire des 3. C'est la pire des 3 traites, c'est l'arabo-musulmane. Elle est terrible par rapport aux 2 autres et elle a duré beaucoup plus longtemps. Voilà pourquoi il faut raison garder, effectivement. Et elle dure parfois d'ailleurs encore en Libye. Ça c'est un tout autre sujet. On continue de nous appeler aux. J'allais dire on pourrait évoquer ici le nom de l'historien Olivier Pétré-Grenouillot, qui a mis en lumière justement cette traite négrière. Et Diane avec le génocide voilé. Oui, absolument. C'est un grand livre. Oui. Un livre qui est déjà ancien, qui a été réédité en poche il y a un an ou 2. Un livre très intéressant. Et Olivier Pétré-Grenouillot, mais a été traîné dans la boue, a été injurié, a été vilipendé quand il a consacré des travaux historiques très importants à ce sujet. Merci Alain de nous avoir appelé depuis le port de La Rochelle peut-être. Et nous sommes avec Philippe qui nous appelle d'Arles. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Bonjour André. Écoutez, je vais faire un lien dans lequel je mélange le goût d'être ensemble en buvant un bon verre et le racisme anti-blanc. Alors vous allez me dire comment je vais faire. Eh bien écoutez, on se connaît puisque nous étions tous membres, nous allions très souvent aux rencontres du livre et du vin à Saumur. Bien sûr. Donc vous voyez à qui je fais allusion. Tout à fait. Donc là, on buvait des coups. Imaginez cette manifestation maintenant, c'est impossible. Voilà. Enfin, j'espère que provisoirement impossible, hein, Jean-Paul. Oui, mais vous savez, même nos amis se lâchent parce qu'il y a un moment où financièrement vous pouvez plus, bien sûr. Et ça devient extrêmement dur. C'est vrai. Voilà, les situations économiques sont tendues, même pour les gens qui ont des entreprises qui tournent. Alors dites-moi, vous faites le lien. Le lien, donc, si vous voulez, déjà on peut plus boire des coups, très bien. Et maintenant, nous avons quelqu'un qui est un premier fournisseur mondial de boissons. Je ne vais pas reciter leur nom, ou en port je le peux, mais j'aurais l'impression de leur faire de la pub, mais comme ça va être de la mauvaise pub, je peux. Coca-Cola, qui tourne sa veste, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'au marketing, ils ont dit maintenant qu'il y a plus de noirs, de jaunes que de blancs, on va faire la ségrégation à l'envers, c'est-à-dire que on va critiquer les blancs pour que, comme il y a plus de noirs et plus de jaunes et plus de... peu importe, moi je m'en fous, pour du marketing et pour gagner plus. Donc c'est encore le profit qui gouverne. C'est-à-dire ce capitalisme qui a envahi la planète, cette mondialisation, parce que Coca-Cola est une boisson mondiale. Bien sûr. Je vous rassure, je n'en bois aucun verre et j'en ai jamais bu, je trouve ça infect. Bon, mais j'ai le droit... Vous avez tout à fait le droit de ne pas l'aimer, quand même. Exactement, encore, voilà. Donc, mais par contre, je trouve que de manipuler le texte que vous avez lu tout à l'heure, en disant aux gens, maintenant... Vous allez vous peindre en vert, en bleu, en jaune, en arc-en-ciel, mais pas en blanc. Oui, c'est choquant. Oui, c'est encore plus fort. Vous allez être moins blanc
pour être un meilleur être humain. Oui, c'est ça bah qu'ils disent. c'est du Coluche. Hein. Moi, plus blanc que blanc, ça n'existe pas. Donc là, la blanchisserie a quand même des arrière-goûts de cupidité et de mainmise. Enfin, c'est du foutage de gueule intégral. Je ne comprends pas comment on puisse sortir. Enfin, moi, je pense qu'on pourrait les attaquer dans le sens inverse. Ah, on pourrait. Un bon avocat, il dit, mais monsieur, vous faites du racisme à l'envers. C'est du racisme. Le racisme, c'est tout le monde. Même si un mec est invisible, ben, il est raciste, il est raciste. En fait, c'est vrai que c'est une déclaration raciste. C'est très, très vrai. Non, écoutez, le lien est fait. Voilà, vous l'avez réussi, on le constate, on en témoigne, je signe. Merci Philippe de nous avoir appelés. Nous continuons les appels avec Raphaël qui nous appelle de Paris. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Raphaël. Bonjour. Alors bonjour André et bonjour à votre invité. Alors moi je vais peut-être parler d'autre chose. Mais vous allez comprendre, juste avant de votre émission André, il y a eu une émission qui est passée sur Sud Radio avec je crois Valérie Expert. Moi je l'ai pris en cours de route. Alors il y avait des gens évidemment qui sont venus, qui débattaient sur l'orientation politique des médias. Mais moi je disais, mais ils sont redoutables. Vous n'avez pas les mêmes arguments qu'eux. Moi je vous le dis André, ils sont redoutables. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes taxé comme repère d'extrême droite et à la limite de facho. Okay, mais c'est connu, Sud Radio. Je vous avez aussi Pascal Pro. Et quand on leur dit, mais vous, expert, elle est sympathique, mais ça manque de percussion. Alors elle lui dit, mais vous aussi à France Inter, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont jamais invitées. Donc, les gens qui défendent France Inter, qui sont plutôt de la gauche, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent, oui, bien évidemment, mais on le reconnaît, nous avons une orientation politique, nous sommes clairs, nous sommes de centre-gauche. Vous comprenez comment c'est vicieux? Je vous donne un deuxième exemple. C'est pour ça, par exemple, pourquoi vous n'invitez pas une personne qui va vous parler du livre de Simon Epstein? Qu'est-ce qu'il dit, Simon Epstein? 85% des gens qui ont collaboré venaient tous de la gauche. Il faut dire des vérités, mais pourquoi vous n'invitez pas des gens comme ça? Attendez, André, après je vous donne la parole, je ne parle plus. Vous avez un monsieur comme André Taguieff, vous l'invitez pas dans votre émission? Vous avez des gens comme Georges Bensoussan, jamais vous n'invitez des gens de cette qualité. Le monsieur de Sciences Po qui a été président de l'UNEF Sciences Po à Bordeaux, pourquoi vous l'invitez pas? Laurent Bouvet, des gens qui viennent de la gauche. En revanche, André, excusez-moi de vous attaquer, vous avez invité il y a quelques mois, un représentant de la droite très fatigué, Bernard Lugan. Bernard Lugan, c'est des vieilles lunes, c'est la colonisation. Attendez. Bon, alors, je me tais. Non, alors, c'est très bien. Non. Taisez-vous pour un moment et écoutez-moi. Parce que vous ne pouvez pas me faire ce procès-là. Moi, j'invite des gens qui ne sont invités dans aucun des médias mainstream. Alors, vous citez des gens que je vais probablement inviter, mais combien de gens invités parmi les jeunes, les Papacito, qui a invité Laurent Oberton, qui a invité des tas de gens comme ça, qui a invité même Thaïs Descuffon de Génération Identitaire? Dites-moi, de quoi vous me parlez? Attention, il faut le savoir. Moi, c'est pour ça, moi je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Moi, j'invite de tous les bords des gens dont les 90% ne passent jamais dans les médias mainstream. Jamais. Donc, ne venez pas me faire des procès à moi, s'il vous plaît. Et posez-vous la question, vous êtes là? André, je vous fais pas de procès, vous savez. Non. Attendez. Laissez-moi finir. Le problème qui est posé, c'est pourquoi vous, comme moi, qui payez les subventions à France Inter et France Culture, on paye des subventions. Et comme des moutons, on va payer des subventions de gens qui n'invitent jamais des gens d'autres opinions. Il est là le scandale. Pardon, avant de parler d'autre chose, parlons de ce scandale-là. Comment il se fait que le service public, qui devrait refléter les 23 millions de foyers français qui payent la redevance, est axé sur un seul truc? Vous me parlez de France Inter, mais comme des moutons, vous acceptez, et on accepte, de payer chaque mois pour France Inter et France Info, qui sont absolument axés d'une certaine manière. Nous, on est des petits. Sud Radio est une petite radio, mais moi, je défends à mort la liberté d'expression
total. Et je peux vous dire que les 90% des gens que j'invite, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus, sont des gens qui ne passent jamais. Je dis bien jamais, ou pratiquement jamais ailleurs. Mais non, j'invite aussi des gens de gauche, des gens de droite. J'en ai rien à faire. C'est pas mon problème, moi, les étiquettes. C'est les gens qui ont des choses à dire, qui sont compétents et qui ont des choses à dire. Et je vais vous dire, excusez-moi, Bernard Lugan, il n'est pas du tout passé. Quand il parlait de traite négrière, mais j'ai invité aussi Pétré Grenouillot, j'ai invité des tas de gens comme ça. J'invite Jacqueline Lalouette, pourquoi ? Parce qu'elle parle justement des statues qui meurent aussi. J'ai invité des gens extrêmement... C'est le plus important, vous savez ce que c'est ? Et je vous comprends, Raphaël. Mais le problème, c'est de se dire, il y a des îlots de liberté d'expression. Et bien ces îlots-là, je ne parle pas seulement pour moi, hein, il y en a bien d'autres. Il faut les défendre. Le plus important, c'est de les défendre. Parce que, je vais vous dire, ils se réduisent. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place en ce moment. Voilà. Merci beaucoup quand même de nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous avez très très probablement des questions à poser également à Jacqueline Lalouette. Je rappelle son livre Les statuts de la discorde. Et vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov qui reçoit Jacqueline Lalouette pour les statuts de la discorde aux éditions Passé Composé. Je crois que justement nous avons une question au 0826 300 300 pour vous, Jacqueline Lalouette, de Catherine qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur Berkov. Bien, je vous appelle parce que je m'interrogeais sur les activistes qui déboulonnent des statuts qui seraient en relation éventuelle avec de l'esclavage. Et rappelons que l'esclavage a été aboli début 19e, donc ça fait plus de 2 siècles. Et ne serait-il pas plus utile d'aller s'attaquer à l'esclavage moderne qui se perpétue dans toute l'Afrique et en Inde en particulier? Ça, c'est une grande question et je voulais avoir votre avis. Jacqueline Lalouette. Alors tout d'abord, l'esclavage a été aboli une première fois sous la Révolution française en 1794, mais ensuite en France n'a été aboli qu'en 1848, donc plutôt milieu du 19e siècle que début du 19e siècle. Bon, vous avez raison de souligner, comme un auditeur précédent, cette question de l'esclavage moderne, que ce soit au Qatar, que ce soit en Libye, ou même parfois que ce soit en France. Il arrive, d'abord il y a le cas de la prostitution. Il y a un vrai trafic sexuel de femmes venues d'Europe, venues d'Afrique, venues d'Europe de l'Est, venues d'Asie. Et c'est une forme d'esclavage. L'État essaie de lutter contre cette forme d'esclavage sexuel. Parfois, on voit surgir tel ou tel fait divers où on découvre qu'une jeune femme, souvent venue d'Afrique noire, travaillait pour des gens qui ne la payaient pas, qui avaient confisqué ses papiers. Qui la battaient. Des gens, oui, des gens qui étaient d'ailleurs souvent des compatriotes. Hein. Donc ces affaires-là surgissent au cas par cas, c'est un vrai problème, en effet. C'est un vrai problème. Eh bien, écoute, vous pouvez réagir, Catherine, oui. Oui, Catherine. Excusez-moi. Oui, l'esclavage également se perpétue dans des pays comme l'Inde sur une échelle assez importante. Bien sûr. On est bien d'accord. Merci. On est d'accord et merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et puis maintenant, nous avons un appel de Marseille avec Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Jacques. Bonjour, merci de m'accueillir sur Sud Radio. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié la répartie de Monsieur Berkov qui était tout à fait justifiée. Votre antenne est ouverte à tous les courants. Monsieur Berkov a toujours tenu son micro à des gens d'opinions très diverses, à condition qu'ils aient des choses pertinentes à dire, et je le remercie. Voilà ce que je voulais dire. Chez vous, il n'y a pas d'éléments de langage à emballer dans du papier jauni. Voilà, c'est vraiment du parler vrai, et j'apprécie beaucoup. Merci Jacques, merci Jacques. Merci Jacques, et nous avons un autre appel de Mathieu qui nous appelle du Gers. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour. Je crois qu'on ne l'entend pas. Le Gers doit être sous la neige. Non, absolument, non, il y a peut-être des éoliennes dans le Gers. Moi, je voudrais revenir avec Jacqueline Lalouette à son livre encore une fois, qui est un livre passionnant parce que non seulement il remet les pendules à l'heure, mais il raconte ce qui se passe. On ne connaît pas, c'est vrai, et tas de détails, toutes ces figures de la colonisation, etc. Mais quand on arrive au stade, Jacqueline Lalouette, où vous citez encore dans votre livre, on parle toujours de déboulonnage, on est bien d'accord métaphoriquement, mais c'est bien ça.
LDNA, la Ligue de défense noire, qui dit dans un tweet du 23 mai 2020, Louis IX dit Saint-Louis, Louis XIV, Léopold II, Charles de Gaulle et consorts doivent rejoindre les poubelles de l'histoire le plus rapidement pour une refondation saine du monde. Et un autre aussi, le 24 juin de cette année, de 2020, si Charles de Gaulle était un grand criminel, il fut aussi un fugitif de la Seconde Guerre mondiale, comme le dit si bien le savant Couvi Rekmir. Je ne sais pas qui est Couvi Rekmir, mais enfin, voilà. Un faux savant africain dont j'ai écouté assez longtemps sur YouTube. C'est absolument hallucinant tout ce qu'il raconte, notamment sur le général de Gaulle. Et le leader ou l'un des leaders de la Ligue de défense noire africaine le soutient et fait la promotion de ses déclarations et de ses écrits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parce que de Gaulle aussi, il y a eu des peintures, des jets de peinture, etc. Oui, alors de Gaulle a été les monuments à de Gaulle ont été vandalisés en plusieurs endroits. À Pierrefitte-sur-Seine, où il a été peint, ou Pavillon-sous-Bois, plutôt Pavillon-sous-Bois, où il a été peint en jaune fluo. À Aumont, dans le Nord, on l'a également, on lui a peinturluré le visage et on a écrit au dos du monument esclavagiste. Je ne comprends pas pourquoi esclavagiste. Il a été vandalisé également dans une commune de Guadeloupe. Le nom de la commune m'échappe. Et là, c'était en référence avec le massacre de tirailleurs sénégalais à Tiroy en 1944, où des combattants africains qui demandaient leur dû se sont fait tirer dessus. C'est un vrai scandale d'État, ça, en effet. Ça, c'est une affaire lamentable. Oui, mais je ne pense pas que De Gaulle y était personnellement pour à quelque chose. Alors, ce que je voulais dire à propos justement du leader de la Ligue de défense noire africaine, son vrai nom, c'est Sylvain Foy, je crois. Et il a pris le pseudonyme de Béhanzin, qui est un roi d'Abomey, enfin du Dahomey, qui a été arrêté et déporté dans des conditions peu honorables du côté de la France. Je dirais, il croyait on lui a laissé croire qu'il allait aller s'entretenir avec le président Sadi Carnot, et en réalité, plouf, on l'a expédié en Martinique, et puis ensuite il a eu le droit de se rapprocher de l'Afrique. Voilà, donc il a pris ce nom de roi Béhanzin, ce qui est symboliquement assez intéressant. D'accord, et bien écoutez, on a retrouvé Mathieu du Gers qui nous a appelé au 0826 300 300. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour. Ah non, décidément dans le Gers. Alors Thibault, on a reperdu Mathieu. Ça ne capte pas très bien dans le Gers. Alors, écoutez, on va pouvoir continuer au 0826 300 300 avec Miklos qui nous appelle de Paris. Bonjour Miklos. Oui, bonjour. Peut-être une question peut-être un peu hors sujet, mais si on considère les fonctionnaires qui n'ont pas le droit de s'exprimer pour leur devoir de réserve, pour les autorisations préalables, etc., est-ce que ça ne se rapproche pas un peu d'une sorte d'esclavage ? Et il y en a 5 millions, en France. Oui, très sincèrement, je ne mettrai pas le sort des esclaves avec le sort des fonctionnaires, très sincèrement. Vous savez, quand on parle des esclaves et qu'on parle des conditions des esclaves, y compris aujourd'hui en Mauritanie, en Libye, ou ailleurs dont on parlait, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec les fonctionnaires, ou avec un certain nombre de fonctionnaires, mais très sincèrement, on peut pas comparer. Ça n'a rien à voir, parce que physiquement, parce que matériellement, il y a les traitements d'esclaves, mais au sens le plus sordide, le plus ignoble du terme. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de défendre tout le monde, mais encore une fois, restons sur des terrains différents, parce que je vous assure que l'esclavage, ce qu'on appelle l'esclavage, n'a rien à voir avec le sort des fonctionnaires. Écoutez, on va continuer avec ce livre, Les statuts de la discorde, avec peut-être d'autres questions. Oui, tout à fait. Tout à fait, Jacques. Je voulais revenir avant qu'on ait cet auditeur. Le Gers, si le Gers revient, on prendra le Gers. Mais sinon, dites-moi, il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup frappé. Oui. Ah bon, il parle, écoutez, le Gers. Le Gers. Alors que le Gers parle, on l'écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ah, ça y est, on vous a enfin, Mathieu. Allez-y. Moi, pour moi, c'est une grosse gueule que je vais monter.
Ce que je vais vous demander simplement parce que j'écoute toujours Sud Radio, et merci pour votre émission. Tout ce que je voulais savoir, parce que ça fait déjà 1 an qu'on est frappé de tous côtés, les restaurateurs, il n'y a rien. Quand on prend la rue de la France, il y a beaucoup de sociétés qui ferment, les petites entreprises d'un peu partout, à cause de ce Covid. Et ça touche beaucoup et on ne sait pas où on va. Deuxième point, on a eu la chance qu'il y a un vaccin qui est arrivé. Et en Angleterre, en l'occurrence, ils sont sortis de l'Europe et ils ont vacciné plus de 10 millions de personnes et ça continue. Et en France, on nous tape là-dessus. Tout le temps, quand ça ne va pas, c'est la population, on est indiscipliné, on est ceci. Mais tout ce qu'on nous demande, on le fait. Vous voyez, on nous confine, on fait des couvre-feux et tout ça, c'est pour limiter limiter le virus, la progression du virus, et il y a la peur qui s'installe. Aujourd'hui, on voit que ça tourne aux côtés de la politique, c'est-à-dire on s'en fout de la population. Comment on va faire pour gagner les élections? Franchement, l'heure n'est pas à ça. Aujourd'hui, il y a le vaccin, vacciner les gens, et après, venez taper sur eux si on ne veut pas se faire vacciner. Là, vous dites, OK, on va vous serrer. Les policiers qui donnent des contraventions parce que les gens, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Vous voyez, il n'y a pas de vaccination. Un peu partout, il y a des personnes âgées qui veulent se faire vacciner. Il n'y a pas de vaccin. Mais alors là, les grands, les ministres, ils sont là, on va mettre couvre-feu, ne sortez pas. À 18h, les gens, ils courent partout. Ils n'en peuvent plus. On n'en peut plus. Et là, ça va aller dans le chaos maintenant, parce qu'on n'en peut plus. On n'est pas des animaux en cage. Trouvez des solutions, vaccinez les gens, là vous pouvez nous serrer. Mais si vous ne faites pas ça, c'est pas la peine d'imposer les choses. Maintenant, pour le carnet de vaccination, je suis d'accord, moi je suis ivoirien, franco-ivoirien, on a les carnets de vaccination, les carnets jaunes pour aller en vacances, pour aller en Afrique, on se vaccine, ça, il n'y a pas de problème pour ça, d'accord? Mais s'il y a le vaccin, allez, mettez le paquet, des millions de personnes sont vaccinées, là, si on refuse, là vous pouvez nous taper la tête. Mais tant que le père ne prend pas des décisions concrètes, c'est pas la peine de nous taper, c'est pas la peine d'avoir des policiers, des gendarmes pour donner des contraventions à des pauvres personnes, parce que vous ne nous respectez pas, on ne peut pas vous respecter. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez, vous avez fait une très bonne analyse de la situation. Je ne peux pas vous dire le contraire. Effectivement, quand on voit comment l'Union européenne, la Commission européenne a traité l'histoire des vaccins, il y aurait beaucoup à dire sur l'amateurisme régnant. On est d'accord. Jacqueline, moi je voudrais finir, Jacqueline Lalouette, quand même, parce qu'on arrive en fin d'émission. D'abord pour vous dire que, encore une fois, lisez votre bouquin, lisez ce livre passionnant. Mais je voudrais lire ce que vous avez, une partie d'un texte, et vous finissez votre livre là-dessus, de Frantz Fanon. Frantz Fanon est un des plus grands militants anticolonialistes, il était psychiatre, il a fait pour la cause noire, la cause africaine et la cause anti-impérialiste, il a écrit des écrits extraordinaires. Frantz Fanon est un des types plus passionnants du combat anticolonial et du combat du tiers-monde, de ce qu'on appelait tiers-monde à l'époque. Et là, je voudrais lire quelques phrases de Frantz Fanon tirées de votre livre, et c'est votre conclusion. Voici ce que dit Frantz Fanon. « N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les Noirs du XVIIe siècle? Vais-je demander à l'homme blanc d'aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle? Vais-je essayer par tous les moyens de faire naître la culpabilité dans les âmes? La douleur morale devant la densité du passé, je suis nègre et des tonnes de chaînes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules. Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer. Je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'être dans mon passé. Je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé. À tous les décolonialistes, racianistes, indigénistes, à bon entendeur, salut. Peau noire et masque blanc. Voilà. Peau noire et masque blanc, et puis vos appels au 0826 300 300. Et on se retrouve demain avec André Berkoff et son invité. Vous pourrez réagir à ce numéro de téléphone. Vous pourrez également retrouver cette émission sur YouTube, nous réécouter en podcast sur le site sudradio.fr. Et puis tout de suite, on retrouve Brigitte Lahaie, comme tous les jours à 14h.